l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal avec mon collègue Hugues Gonneau. Salut Bonjour. Hugues. Aujourd'hui, on a des actualités, donc on va discuter également du Grand Prix parce que ça s'en vient en fin de semaine. Le Guide de l'auto va être sur place, on va avoir une petite entrevue avec un pilote aussi, donc restez à l'affût sur le site du Guide de l'auto pour ça. Puis aussi, le Canadien est en série, alors en même temps que la Formule 1, le Grand Prix de Formule 1 à Montréal, donc armez-vous de patience si vous décidez de vous aventurer en ville parce que ça va être un gros week-end. Mais non. Ouais, pour le moment, au Guide de l'auto, justement, on va avoir des actualités. Ensuite de ça, on va parler de, je pense, on peut la qualifier de première voiture sous-compacte américaine, sensiblement la Ford Pinto. Ouais. On peut dire ça. On peut dire ça. Donc, la Ford Pinto pour la chronique rétro de Hugues. Puis, en terminant l'émission, on va parler de mon essai de la Cadillac CT5V Blackwing sur la piste du Canadian Motorsport Park à Toronto. Ah, c'est plate. Ouais, un essai quand même assez plate. Donc, pour commencer, on va parler de Stellantis. Et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Écoute, on a déjà discuté de ça, que des bonnes nouvelles allaient suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que justement, dans le plus creux de Stellantis, on n'avait que des mauvaises nouvelles. Ouais. Les mauvaises nouvelles ne sont pas terminées. Oh non! Par contre, on a des produits qui commencent à sortir et ça envahit nos boîtes de réception de courriels en tant que journaliste automobile. Et puis, avec, je vais me répéter encore une autre fois, avec le recul des réglementations environnementales aux États-Unis, on va mettre la sauce V8 dans pas mal plus de véhicules du côté de chez Stellantis. Et ils ont pas perdu de temps. Et puis, ils ont pas perdu de temps sur le sujet. Cette semaine, on a annoncé l'arrivée du Ram 1500 Rumblebee, qui ramène un camion que on a effacé un peu des livres automobiles il y a à peu près une vingtaine d'années de ça, là, avec le SRT10, qui était le Street Truck ou le Muscle Truck. On avait également du côté de chez Ford le SVT Lightning, qui a été réanimé en tant que véhicule électrique et puis qui va être retransformé. Par contre, le SVT, le F-150 Lightning, c'était un street truck très performant. Donc, c'était très populaire dans le temps. On les a oubliés. Et puis là, maintenant, on se permet... Le Ram 1500 SRT10 avait le moteur de la Viper. Exactement, c'est ça. C'était toute une méchante bête. Toute une machine. Et puis là, maintenant, justement, avec, on va dire, je veux pas dire le retour du MI, parce que le MI a toujours été... Jamais vraiment parti. Dans l'ombre. Mais, écoute, je pense que pour une année modèle, du côté du Ram 1500, on l'a enlevé quand on a essayé le moteur Hurricane. Et puis, maintenant, il est revenu. Mais là, c'est de plus en plus de déclinaisons du Ram MI qui sont proposées. Donc, le Rumblebee 2027, c'est le retour du Muscle Truck. Évidemment, on est dans toute une autre branche de les camions hors route, comme qu'on parle par exemple le TRX, du côté par exemple de Ford qui va mettre la sauce hors route sur les camions. Non, là, qui sont ici, des camions. On parle pas de camions capables de sauter très haut en l'air, on parle de camions capables de brûler un maximum de gomme. Ouais, exactement. Et puis ça sort des camions. Je sais pas la popularité il y a 20 ans de ça, comment que ça a été au Québec. Je sais qu'en Californie, c'était extrêmement populaire aux États-Unis. C'est à peu près juste là qu'ils les ont vendus. Oui, c'est ça. Parce que ça a pas duré très longtemps, justement. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, ce type de camion-là, chez nous, la branche hors route, si on veut, avec, je prends l'exemple du TRX, ça peut être très populaire, mais les street trucks ou les muscle trucks ou ce type de véhicule-là, chez nous, ça peut être un petit peu plus touché, tout dépendant des équipements, parce que justement, avec nos routes, là, c'est peut-être un petit peu moins compatible. Par contre, on a 3 sauces de MI dans le Rumblebee, V8 5.7 litres, le Rumblebee 392 avec le V8 6.4 litres. On développe 470 chevaux. Là. Le 5.7 litres, c'est les mêmes spécifications auxquelles on est habitué avec 395 chevaux. Et le Rumblebee SRT, qui est le V8 6.2 litres, là, L4, avec 777
117 chevaux. Tout ce dont le monde a besoin. Tout ça. Et puis, Hugues, je pense que ces camions-là n'auront pas de système d'arrêt-démarrage automatisé là, qui s'éteint le véhicule aux lumières. Je suis pas sûr, je l'ai pas lu dans le communiqué de presse. Je pense pas que c'est un équipement de série. C'est peut-être un oubli, mais je suis pas sûr non plus. Ouais, élaborons un peu là-dessus. Je pense que l'EPA a comme reculé un peu sur la nécessité de ce système-là. On discutera d'un autre moment, un autre moment donné si on a eu vraiment un impact environnemental avec ces systèmes-là ou pas. Moi, je pense que oui, mais d'autres études démontrent que, tout dépendant du type de conduite, etc. Mais pour ces muscle trucks-là, je pense que ce n'est pas nécessaire parce que la consommation de carburant n'est peut-être pas dans les priorités de l'acheteur. Non, je pense pas. D'autres petits détails, là, vous pouvez lire tous les détails sur le site du Guide de l'auto, mais c'est un camion dont l'empattement est raccourci. Oui, de 13 pouces. Là. Ça, c'est assez intéressant et ça va donner une maniabilité au véhicule assez sympathique. Ça doit être assez intéressant à conduire, d'autant qu'en plus, il y a une suspension pneumatique qui permet d'ajuster la hauteur. Donc, ça pourra régler en partie le problème de l'état des routes au Québec. Ouais. Mais effectivement, là, donc, en position rabaissée, avec un empattement raccourci, ça pourrait être très, très intéressant. D'autant qu'on connaît les mécaniques et que elles ont du caractère. Oui, absolument. On va avoir des échappements à sport avec ça, une liste d'équipements Mopar qui va suivre avec. SRT va endiabler encore plus. Et puis, il y a les graphiques à l'extérieur, il y a les pots d'échappement, il y a les grosses roues, il y a les ailes, les faciès avant revus. Ouais. Enfin, tout est très, très dans ta face. Oui, c'est ça. Fait que c'est une configuration avec la cabine quad et la petite caisse. Donc, évidemment, ce n'est pas... pourquoi qu'on aurait mis la grande caisse sur ces véhicules-là? Ça n'aurait pas été vraiment pertinent. Non. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que justement, j'ai comme deux opinions sur ce type de dévoilement-là. La première opinion, c'est, comme on s'est dit avant d'entrer en onde, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est cool de voir le nom Rumblebee, c'est cool de voir les designs, c'est cool. Quand on va voir ces camions-là sur la route, on va dire « Oh, all right! » là, tu sais, c'est vraiment... Quelqu'un a eu le guts d'acheter ce camion-là parce que c'est un camion qui ne travaillera pas nécessairement. Non, qui va plus, tu sais, faire des traces là, sur la voie là, avec les pneumatiques que d'autres choses. Puis, ce sont des véhicules qui vont être prisés par leur propriétaire, qui vont être bichounés, etc. Donc, tu sais, ça va être vraiment, ça va aider la marque le RAM à rapatrier un peu sa clientèle de fidèles qui a peut-être pris un peu de l'écart. Qui n'a pas été nécessairement très bien traité dans les dernières années. Dans les dernières années, exactement. Et puis, de l'autre côté, on a dans les prochaines années peut-être quelques années pour faire ces véhicules-là. Peut-être qu'avec un changement d'administration aux États-Unis, dans le futur, va venir un retour de certaines réglementations. Et puis, on va peut-être avoir perdu un peu de chemin du côté de chez RAM pour les développements des moteurs plus efficaces. Il faut voir que entre Dodge et RAM, il n'y a pas eu beaucoup de développement dans les dernières années. Et là, en fait... Oui, de toute façon, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y a pas de... Je veux dire, ils ont fait durer, par exemple, la Charger très, très longtemps, juste avec des plus gros moteurs, avec des bandes décoratives, avec des publicités, un marketing qui était vraiment aussi très détonnant, très dans ta face. Et là, ils sortent des camions avec des coûts de développement pratiquement nuls. Toutes les pièces existent déjà. Il a fallu redessiner 2-3 bricoles et faire des nouveaux décalcomanies. En tant que tel, ça coûte pas une fortune. Et c'est des véhicules qui vont être extrêmement rentables pour Stellantis. Extrêmement rentables. Même s'ils en vendent pas des millions, c'est des véhicules qui vont générer du profit pour la marque. Ce qui va permettre à la marque de continuer à développer des produits. Et pourquoi pas, de toute façon, il faudra qu'ils le fassent, ne serait-ce qu'en Europe ou dans d'autres lieux, continuer à sortir des véhicules électriques. Donc pour le moment, il y a l'idée de revenir à une rentabilité, de fournir des choses que les clients veulent. En plus, c'est des produits qui coûtent pas cher à développer, qui sont rentables. Après, il va falloir aussi dealer, comme tu en parlais, avec potentiellement de futures législations en Amérique du Nord, mais qui existent déjà dans d'autres lieux. Et c'est aussi de mener de front des différents développements. Je pense que c'est un produit intéressant qui va permettre à Stellantis de revenir à une rentabilité et de financer des projets plus dans l'électrique et autres. Écoute, c'est un bon point de vue parce que renflouer les coffres, ramener les amateurs de la marque dans les concessions,
Puis, en espérant aussi garder un peu d'argent pour développer certaines technologies. Parce qu'ils n'auront pas le choix de toute façon. Oui, parce que ces moteurs-là, ils sont vieux, hein, les amis. Ouais, mais regarde... C'est drôle, je vais faire une comparaison un peu boiteuse. Là. Hier, j'étais à la réouverture de la concession Rolls-Royce à Montréal. Okay. Et puis, Rolls-Royce n'a pas énormément de produits. Hein. Il y a quelques véhicules sur le plancher. Non. Et puis, Rolls-Royce avait fait, comme plusieurs constructeurs, la promesse de devenir tout électrique en 2030. Puis, on avait dévoilé la Spectre, qui était, la voiture électrique, etc. Et puis, hier, je m'entretenais avec les gens des relations publiques qui disaient, la nouvelle, c'est qu'en 2030, on ne sera pas tout électrique. Bien et sûr. on va continuer le développement des moteurs V12. Ouais. Alors, ouais, absolument. Dans le même optique, les moteurs V12 sont payés là, chez Rolls-Royce. Les plateformes sont là depuis... Je sais pas, des plateformes depuis 10 ans, là, qui sont là depuis... La nouvelle, non, c'est 21. La nouvelle architecture, la plateforme, elle a 5-6 ans, mais c'est une plateforme commune à beaucoup de produits. Je conduis pas beaucoup de Rolls-Royce, je dois t'avouer. Donc, moi non plus, mais bon, il se trouve que j'ai lu là-dessus récemment. Effectivement, c'est des véhicules, la plateforme maintenant est suffisamment modulaire pour couvrir beaucoup de véhicules. Le V12, il est payé. Effectivement, maintenant, il faut continuer à le développer. Et puis, de toute façon, s'il y a une surtaxe liée à l'environnement, l'acheteur va le payer. Exactement. Mais pour aller dans ton sens, moi, j'ai vu passer des rumeurs comme quoi, au-delà de la Spectre, le Rolls-Royce travaillerait sur un VUS électrique. Oui, ce qui serait parfaitement logique. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. C'est maintenant on commence à avoir une dualité. Avant, on était dans le tout à essence. On nous a dit qu'on allait être dans le tout électrique, et la réalité va être que ça va être 50-50. C'est peut-être le bon chemin, je pense. Peut-être plus de potentiel. Ça me paraît un peu plus réaliste. Bon, on a parlé de RAM, on a parlé de Rolls-Royce, hein, deux marques qui sont presque la même clientèle. Écoute, je vais en fait, ce qui m'amène à parler de Alpina. Parce que Alpina a été un préparateur indépendant qui est allé sous l'égide de BMW à un certain point dans l'histoire. En fait, c'est un préparateur qui est parti comme préparateur spécialisé BMW. Et à force de faire du travail de qualité, ils ont lié des liens avec la marque bavaroise. Et à tel point que effectivement maintenant les véhicules modifiés par Alpina étaient encore couverts par des garanties BMW, étaient homologués par BMW, donc il y avait des liens très serrés. La dernière étape, ça a été BMW rachète Alpina. Ouais, exactement. Et on est là maintenant. Alors maintenant, Alpina devient, à place de voir par exemple Alpina B7, etc., Alpina devient sa marque. Voilà. Toujours BMW, mais qui va faire le pont entre BMW et Rolls-Royce essentiellement dans le groupe, là, comme de luxe, là, etc. Alors, on a dévoilé un concept. On va avoir un véhicule de production sous Alpina dans quelques temps, mais pour le moment, on a un petit peu... on fait un petit peu mousser la marque. On a dévoilé des images d'un concept, en fait, qui est un peu un mélange de tout ce qu'on fait. C'est à la mode. C'est automobile en ce moment. C'est très élégant, c'est absolument pas original. Ouais, exactement. La calandre est sympa, mais on a déjà vu ça sur d'autres modèles BM. Très élancé. Tu regardes à l'arrière, ça fait penser un peu à Mercedes avec les ailes élargies. Évidemment, de côté, écoute, c'est super beau, mais comme tu dis, c'est pas très original. Non, on a déjà vu ça partout. Oui, exactement. Tu sais, même quand on regarde le plan de l'arrière du véhicule, les phares, ça fait penser un peu à Genesis. Là, tu sais, donc non, mais c'est parce que en fait, tous les constructeurs doivent répondre aux mêmes normes aérodynamiques pour économiser de l'essence, et aux mêmes normes de sécurité. Et à un moment, ils arrivent, pas tous évidemment, mais ils arrivent quand même un petit peu aux mêmes conclusions. J'attire l'attention à l'arrière de ce véhicule-là, encore une fois, parce qu'il y a des pots d'échappement. Alors, on est encore dans la discussion. C'est un détail qui commence à être important de mentionner. Ouais, électrique versus un moteur thermique. Donc, on n'a pas beaucoup de détails sur le véhicule, mais on sait que ça va probablement être une motorisation V8 thermique de très haute performance pour la Alpina.
Évidemment, dans l'habitacle, je pense pas qu'on a de photo de l'habitacle, mais c'est l'habitacle, les premières images, c'est l'habitacle BMW Neue Klasse avec le fameux écran en parallélogramme, la projection panoramique qui est dans le bas du pare-brise. Donc, on va aller chercher toutes les technologies qu'on a développées tout récemment chez BMW, mais on va les appliquer dans une voiture super sportive qui va coûter probablement très, très cher. Il va avoir un emblème Alpina. Chez Volkswagen, cette fois-ci, toujours en Allemagne, on connaît le succès de la mini-fourgonnette, la fourgonnette, en fait, électrique ID. Buzz. T'as oublié de mettre des succès. Ouais, pour ceux qui nous regardent en visio, ça n'a pas été ça n'a pas eu autant de succès qu'on l'aurait espéré avec la ID. Buzz. Quand on a vu les premières images, quand on l'a mis sur la couverture du guide de l'auto, on a vraiment, vraiment trippé sur le concept de ce véhicule-là. Et après, quand le prix est arrivé, quand la facture est arrivée sur la table, après le repas, on s'est rendu compte qu'à plus de 80 000 $, c'était un véhicule qui n'allait pas chercher nécessairement la clientèle là, qu'on ciblait. Et puis, tout le monde espérait avoir une espèce de variante pour être un peu nomade, campeur, van life, parce que ça a été dévoilé dans ce temps-là. C'était ce qui était le plus populaire. Avec l'état d'esprit du véhicule et toute l'histoire de Vaux dans ce domaine-là. Exactement. Et on a tardé à la dévoiler, Et puis là, maintenant, on dévoile des premières images de cette... Bon, ça ressemble à une ID. Buzz. Je suis pas mal sûr que c'est une image de presse qu'on a déjà eue, mais à l'intérieur, c'est un ensemble d'équipements. Là, c'est la variante Tourer, en fait, qui vient avec un lit escamotable, des cages de vitres. Des cages de vitres, pour en faire une espèce de mini-campeur. Trop peu, trop tard, peut-être. On ne sait pas si ça va être vraiment disponible chez nous. On ne sait pas si on va être capable de rétro-ingénierer les véhicules actuels pour avoir cet ensemble-là. On ne sait pas comment va coûter cet ensemble-là, mais ce sont des premières images qu'on voit. Et puis, on a donné des très gros rabais tout récemment sur les ID. Buzz pour être capable de les sortir des concessionnaires. Dès 2025? Alors, il faut... Oui, dès 2025. Ben oui, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent hey, est-ce que c'est un bon deal pour un véhicule, par exemple, un Kia V6 2025? 2025, c'est déjà 2 ans. Là. Ouais. C'est 2 ans pour un véhicule électrique. C'est très dispendieux. Déjà que la dépréciation, elle est très, très bonne. C'est ça. Ou très, très mauvaise. Très élevée. Justement, ça devient comme un problème. Puis là, on essaie d'un peu mousser l'intérêt vers ces véhicules-là, puis avoir des ensembles qu'on aurait peut-être dû avoir au lancement. Mais je pense qu'on s'attendait pas à ça chez Volkswagen, que le véhicule n'ait pas de popularité comme ça au début. Non, donc, ça a été une très, très mauvaise surprise. Parce qu'il y a eu il portait bien son nom, il y a eu un buzz énorme autour du véhicule. Ouais. Et je pense que peut-être ce buzz a fait du mal à Volkswagen, qui s'est dit on va pouvoir les vendre à des prix de fou. Et non, c'était des prix de fou. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va avoir plus de nouvelles sur le guide de l'auto, sur la disponibilité de ces ensembles-là. Le seul que j'ai vu dans la rue dans les derniers mois, c'était un véhicule de compagnie. Ouais. C'est ça qui arrive, hein? On enlève les sièges puis on met il y avait des logos sur la carrosserie, c'était clairement un véhicule de compagnie. Mais, tu sais, on regarde en Europe, c'est pas mal ça, là. Si tu arrives effectivement à le faire passer dans ta compagnie, à ce moment-là, les tarifs deviennent relativement acceptables. Un petit peu plus acceptable. Puis l'autonomie aussi. Parce que, tu sais, t'as beau avoir une variante Tourer comme ça, qui est supposée d'être aventurière, qui est supposée de t'amener en camping. Mais c'est un ensemble intéressant. C'est un bel ensemble intéressant. C'est juste qu'à 350 km d'autonomie ou 375 km d'autonomie, puis tu peux pas nécessairement... En tout cas... Tu vas pas coucher très loin de chez toi. C'est ça. Puis ça, c'est un truc qu'on a déjà parlé, je pense, à l'émission, que pour les véhicules récréatifs, l'électrification, avoir des infrastructures pour les recharger dans les campings, des infrastructures rapides, là, pas juste le 110 la petite plug, la petite plug là, pour vraiment avoir ces infrastructures-là. C'est très difficile parce que tu t'en vas, par exemple, avec ton ID. Buzz qui est modifié en campeur dans un parc de la CEPAC, par exemple, pour la semaine, justement, avec 375 km d'autonomie, ça peut être 400 km, là, tout dépendant comment que le type de conduite, là, mais ça peut être un enjeu là, rendu là. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Il n'y a pas assez de véhicules électriques dans les
dans les endroits de plein air parce qu'il n'y a pas de recharge, mais Parce il n'y a pas de recharge parce qu'il n'y a pas assez de véhicules électriques. Puis les infrastructures pour amener, pour amener cette électricité-là dans les contrées lointaines, ça peut être un autre... Ça peut être un tout petit challenge. Hugues, il y a... dans les discussions qu'on a avec les nouveaux tarifs pour les véhicules chinois sur les véhicules électriques, viennent toutes sortes de questions. On a parlé cette semaine dans le Journal de Montréal que la première marque, pas tout à fait la première marque à profiter de ça, mais la première marque à un peu à être médiatisée pour l'importation de véhicules électriques sous les nouveaux tarifs réduits, c'est Lotus avec des véhicules qui sont assemblés en Chine. On a parlé de BYD, la fourmilière là commence à Tesla qui a déjà assemblé des véhicules en Chine qui ont été commercialisés ici, mais qu'on a changé cet arrangement-là avec les tarifs. Et là maintenant ça peut être une nouvelle possibilité. Et tous les autres constructeurs chinois, incluant les constructeurs suédois comme Polestar, qui assemblent des véhicules en Chine. Maintenant, on parle de constructeurs existants qui ont un peu de difficultés, comme Nissan. Nissan a une offre avec un partenaire en Chine qui s'appelle Dongfeng, qui fait des véhicules qui pourraient être adaptés à notre marché. Puis Nissan, fait comme RAM, comme les entreprises qui sont actuellement en difficulté et cherchent des nouveaux marchés. Et il y a deux bonnes possibilités. C'est la réduction des tarifs sur les véhicules électriques, l'importation des véhicules électriques au Canada qui peuvent être avantageux dans ce partenariat-là. Puis il y a aussi le fait que les subventions, le retour des subventions au Canada, etc., au Québec, il y a certaines conditions qui viennent avec les véhicules chinois. Par contre, ça peut être intéressant d'étoffer l'offre et de profiter de ces infrastructures-là qui sont déjà là. C'est une opportunité intéressante, justement, paradoxalement, pour des constructeurs déjà existants, parce qu'ils ont déjà des infrastructures, des réseaux, ils sont déjà disponibles. Ouais. Tes BYD, t'arrives, va falloir que tu trouves un endroit pour les vendre tes voitures. Tes Nissan avec des voitures chinoises, tu les vends dans tes garages Nissan. C'est ça. Exactement. Donc en fait, là, c'est un avantage. Parce qu'elles ont un logo Nissan. C'est ça. Et puis, tu as déjà une infrastructure, tu as déjà la vente, la garantie, l'entretien, tout est déjà disponible. Donc, c'est paradoxalement plus facile de faire venir des voitures chinoises de Chine pour des constructeurs établis qui sont pas forcément chinois. Absolument. Leapmotor, par exemple, avec le groupe Stellantis. Leapmotor qui est... Leapmotor, c'est un peu différent. C'est vraiment un constructeur chinois, mais qui a des parts, dont Stellantis a des parts. Ouais. Et Dongfeng et Nissan, c'est un partenariat. Voilà. Et là, effectivement, on peut bénéficier des infrastructures existantes. Ouais. Dans le plus concret, la petite berline N7, qui est une berline électrique, en fait, qui offre 624 km d'autonomie selon le cycle chinois. Là, on perd à peu près un certain pourcentage là-dessus. Mais pareil, ça devient intéressant. On reconnaît le design. Là, mais moi, je veux dire, sur le papier, je vois pas où est le problème de faire... Une fois qu'on a réglé les problèmes législatifs, etc., bien sûr, mais il est où le problème de faire venir une voiture comme ça? Le Frontier Pro aussi, qui est une camionnette hybride, qui est quand même assez intéressant parce que justement, on essaye, là, justement, chez Nissan, on parlait de motorisation hybride déjà parce qu'on était un petit peu en arrière, surtout avec la camionnette Frontier qui est pas, pas la plus moderne. Là. Si je ne m'abuse, ça en plus, c'est pas un véhicule qui n'est vendu qu'en Chine, il est déjà vendu oui, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Oui, exactement. Donc, en termes d'homologation, on est quand même pas si mal là, déjà au départ. Là, fait que ça, c'est quelque chose qui va se développer probablement très rapidement parce que justement, les roues sont déjà là en train de rouler chez ces constructeurs-là qui ont déjà des infrastructures. Donc, peut-être qu'on va avoir des nouvelles spécifications pour ces véhicules-là, pour le marché, peut-être qu'ils vont être adaptés pour notre marché, mais ça pourrait être intéressant d'avoir des... Puis surtout que c'est des marques qu'on connaît déjà. Les gens, ils ont confiance aux véhicules chinois, mais les marques ne sont pas connues. Non, puis le marketing n'est pas là, tandis que chez Nissan, on connaît déjà ça. Non, puis il y a un phénomène qui est peut-être intéressant, il faudra voir. Le marché évolue beaucoup actuellement, c'est-à-dire que les prix des voitures augmentent énormément et on est peut-être en train d'assister à un changement de mentalité des acheteurs. Et j'insiste sur le mot peut-être, j'ai pas une boule de cristal. Ouais. Mais à faire venir des nouveaux produits, qui sont un petit peu champ gauche, qui sortent un petit peu du VUS habituel qu'on connaît et qu'on voit partout 99% du temps, si tu arrives avec un véhicule comme le N7 et qu'il arrive un petit peu à se tailler une petite part de marché sympathique,
on rentre un peu dans le champ gauche et je pense qu'il y a des opportunités aussi pour ramener un peu de variété sur le marché. C'est-à-dire que là, c'est le moment de tester des choses. Ouais. Les voitures sont très chères, il n'y a plus de véhicules d'entrée de gamme, il n'y a plus de berline, qui existe pourtant partout dans d'autres marchés, notamment en Asie. La berline est très populaire encore en Asie. Est-ce que c'est pas le moment justement d'essayer quelque chose pour reprendre un peu la concurrence à contre-pied? Ouais, c'est puis on a tout à essayer, je pense, chez Nissan. C'est ça, justement. Puis d'un autre côté, les utilitaires sur châssis en échelle, bien comme sûr, etc. C'est comme tout un autre. Ça revient à la discussion qu'on a depuis le début. Oui. C'est les deux pôles. Hein. On va profiter du marché nord-américain avec des véhicules qui sont plus énergivores, puis on va développer peut-être des véhicules qui sont un petit peu plus avant-gardistes là, ou un petit peu plus avancés sur le plan de la consommation. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Nissan va faire avec ça. Tu connais-tu Dolby Atmos? J'ai déjà vu le nom sur pas mal de systèmes de son. Oui, écoute, dans l'audio automobile, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup nécessairement. Je pense qu'on a des collègues qui peuvent embarquer dans un véhicule puis évaluer très bien une chaîne audio. Pour moi, quand j'ai eu mes premiers véhicules, la première affaire que je faisais, c'est que j'amenais mon véhicule chez Steve Audio, puis on arrachait tout ce que le constructeur avait mis parce que c'était pas bon, puis on recommençait avec quelque chose qui pétait un peu plus. Je pense que ce temps-là est pas mal fini. Ce temps-là est pas mal fini parce que maintenant, de plus en plus de véhicules sont équipés. De plus en plus de partenariats sont faits avec les constructeurs puis avec des grands noms de l'audio comme AKG, Burmester, Bose, pour ne nommer que ceux-là. Puis ce sont des chaînes qui sont installées dans des véhicules souvent haut de gamme. Qu'on veut vendre une expérience dans le véhicule. Puis qui sont intégrés à tout l'ensemble du système. C'est pareil, maintenant ça devient très difficile de dissocier le système audio de tout le système, justement, d'infodivertissement. Ouais. Donc, parce que maintenant, avec les nouveaux processeurs, la capacité de traiter les données dans les véhicules, on est capable d'avoir ces systèmes-là qui sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus loin que ceux qu'on a connus dans le temps. On n'est plus où on était. Et là. puis, c'est incroyable. Avec Dolby Atmos, en fait, on rentrera pas dans la science de ça, mais Dolby Atmos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on prend une chanson, une trame, et on la décompose pour recréer qu'est-ce que c'était dans l'enregistrement en studio. Alors, beaucoup plus de canaux pour être capable de diffuser le son dans des endroits où est-ce que, par exemple, ça a été enregistré en studio, la batterie, la guitare, etc. Et puis, dans un véhicule, ça crée un environnement qui est quand même propice à ça parce que, justement, la personne qui écoute est toujours assise au même endroit. Tu sais, par exemple, en tant que conducteur, les haut-parleurs vont rester au même endroit. Dans mon salon, je vais me promener un peu, je vais m'asseoir dans une chaise, je vais m'asseoir dans une certaine partie du divan. Donc, c'est plus difficile à recréer pour que le son vienne de chaque canal ou de chaque endroit. J'ai été visiter dernièrement un centre de développement ou un centre technique chez General Motors à Markham, en Ontario. Et puis, eux, Cadillac travaille avec AKG pour l'audio de ces véhicules, et dont les véhicules de Lyric, Optique, Cadillac Escalade V, etc. Tous les véhicules qui ont 35 haut-parleurs. Les affaires qu'on pense que je pense qu'on est jusqu'à 40. Ouais, non, c'est épouvantable. Et puis, je me suis toujours dit que, des affaires comme Dolby Atmos, 3D, etc., que c'était un peu des gimmicks marketing, tu sais, on essayait de vendre un peu des systèmes qui sont très payants pour le constructeur, mais que, la majorité des gens vont pas vraiment apprécier. Et puis, j'ai pu essayer cette chaîne-là, puis évidemment, ce n'est pas tout les trames, par exemple, sur Spotify qui sont Dolby Atmos. Je pense que même Dolby Atmos ne fait pas affaire avec Spotify. Là. C'est comme Apple Music et d'autres systèmes d'écoute en continu. Mais vraiment, ce centre technique-là, à Markham, est responsable de traiter avec Dolby Atmos les données qui sont créées dans ces trames-là pour qu'elles soient traitées par le véhicule, les processeurs dans le véhicule, dans le système d'infodivertissement, pour qu'elles soient ensuite diffusées dans le système d'haut-parleurs selon le véhicule. C'est-à-dire que si tu as un Cadillac Optique avec tant d'haut-parleurs ou un Cadillac Escalade V, c'est pas la même affaire. Pas du tout. C'est pas traité de la même manière. C'est toutes des affaires qui sont
codés et que ces systèmes-là doivent se parler entre eux autres. Voilà. Et c'est une technologie qu'on a développée en partie ici à Markham, en Ontario, dans ce système, dans ce centre de développement technique-là. Bon, c'est pas juste Cadillac qui fait du Dolby Atmos, il y a chez Volvo aussi, avec Bowers & Wilkins, par exemple, là, qui font le même type de technologie. Mais là, être capable d'intégrer cette diffusion sonore-là avec tout ce qui se passe dans nos véhicules, les systèmes d'alerte, de changement de voix, les systèmes de sécurité, etc., pour pas nécessairement que ça empiète sur l'expérience sonore du conducteur et des occupants, mais que aussi que le véhicule soit capable de diffuser toutes les informations qu'il est capable de diffuser. Donc, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller juste écouter la différence entre ce type. C'est assez extraordinaire, merci. Dans n'importe quel constructeur qui va traiter avec Dolby Atmos, évidemment, c'est pas gratuit. Là. Je pense qu'il y a comme il faut payer là, un frais là, pour avoir accès à ces trames-là. Puis il y a à peu près 100 000 fichiers audio qui sont traités avec Dolby Atmos parce que justement, ce ne sont pas tous les artistes qui acceptent que leurs œuvres soient décomposées, etc. Mais je trouve que ça vaut. Est-ce que ça vaut la peine de payer pour l'option à quelques milliers de dollars? Ça dépend de l'audiophile en vous, mais juste l'écouter, c'est assez spécial. J'ai envie de te dire, maintenant qu'on n'a plus le bruit du moteur dans les véhicules électriques, c'est une autre affaire, ça. Puis moi, je suis un peu comme toi, je suis pas particulièrement audiophile. J'ai des amis audiophiles qui m'ont traîné dans les salons de l'audio. Il y a des gens qui vivent pour ça. Ouais, exactement. Et il y en a pas juste un ou deux, là. Ouais. Il y en a plein. Ah ouais, non, c'est ça. Et puis, dans le fond, je peux comprendre. Ouais. Écoute, tu sais, quand il n'y a plus de son, là. C'est un plaisir, là. C'est un plaisir. Puis quand le véhicule électrique fait plus de son, ben. Tant que ça reste un plaisir, vas-y, mon gars. Exactement. Au retour, on parle de la Ford Pinto avec Gono. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, cette semaine, on parle d'une petite sous-compacte américaine qui n'était pas reconnue pour sa fiabilité. Non, dans un segment notoirement concurrentiel et peu rentable, la Pinto s'est révélée un joli succès pour Ford avec près de 3,4 millions d'exemplaires écoulés dans ses différentes versions. Mais tout ça avant que son image ne s'envole en flammes. Ah oui, exact. C'est ça que je voulais parler. Voilà. Bon, qu'est-ce qui a amené à la création de la Ford Pinto? Les années 60 voient la montée en puissance des modèles compacts dans leur première moitié. Chevrolet Corvair, Ford Falcon, Plymouth Valiant. Puis des modèles sous-compacts dans la seconde, Toyota Corolla, Datsun 510. Tout cela est évidemment parti du succès commercial de la Volkswagen Beetle en Amérique du Nord. Chez Ford, Lee Iacocca, alors vice-président responsable des opérations nord-américaines, observe la montée de la vague des autos japonaises. Dès 1967, il envisage un véhicule de 85 pouces, 2,16 mètres, d'empattement. La nomination de Simon Bunky Knudsen au poste de président de Ford en février 68 ralentit considérablement le projet. Ce dernier étant confortable avec l'idée de laisser un segment peu profitable aux mains des Japonais. De plus, Ford s'apprêtait à lancer la Maverick, remplaçante de la Falcon avec un prix de base de $1 995 US. Elle connaîtra d'ailleurs, la Maverick, une jolie carrière avec 2 102 263 exemplaires produits jusqu'en 1977. Mais Lee Iacocca ne baisse pas les bras. C'est sa réputation, là, je pense. Non, il ne baisse pas les bras et le programme de sous-compact est officiellement approuvé par Henry Ford II en janvier 1969. À ce moment, les études stylistiques sont déjà bien avancées. C'est le designer Robert Thomas qui en est le responsable. La partie ingénierie, dirigée par Frank G. Olsen, devra réaliser des miracles car Iacocca a fixé un objectif extrêmement ambitieux avec un lancement au millésime 1971. C'est moins de 2 ans, alors qu'il faut à l'époque entre 3 et 4 ans pour concevoir une nouvelle auto. Et ce n'est pas tout. Il édicte que le nouveau modèle devra peser moins de 2000 livres et coûter moins de $2000. Pour y arriver, les ingénieurs puisent allègrement dans la banque d'organes. Le 1,6 litres de base et la boîte de vitesse manuelle proviennent d'Angleterre, alors que c'est l'Allemagne qui fournit le 2 litres optionnel. Ce sont des moteurs connus et fiables. La conception du châssis sera plus difficile et Ford devra développer de nouvelles méthodes de fabrication. 3 carrosseries sont prévues dès le début, mais elles ne seront pas lancées en même temps pour permettre aux techniciens de régler les problèmes. Il faut réduire les coûts partout. Un exemple parmi tant d'autres.
Comment rendre l'auto raisonnablement silencieuse alors que seulement 12 livres de matériaux insonorisants sont alloués dans le budget contre 140 dans une Lincoln. Ouch. Ford utilisera massivement le plastique pour couper les vibrations et les dépenses. La facilité d'entretien sera une priorité du modèle au point que Ford commercialisera une trousse à outils spéciale pour que les propriétaires puissent réaliser l'essentiel de la maintenance de base eux-mêmes. Il sera d'ailleurs lancé aux États-Unis avec le slogan « The Little Carefree Car », la petite voiture sans souci. Au prix d'efforts importants et de compromis, comme fabriquer l'outillage en même temps que les prototypes sont testés, le calendrier impossible de Yakoka est respecté. Le 11 septembre 1970, soit une semaine avant les autres modèles, Ford présente la Pinto. Après les Mustang Bronco et Maverick, il s'agit du 4e véhicule de la marque à porter un nom de cheval. La Pinto est assemblée dans 3 usines, San Jose en Californie, Edison dans le New Jersey et Saint-Thomas en Ontario. Quant à Knudsen, le démarrage du projet Pinto sera le premier clou dans le cercueil de sa carrière chez Ford. Il y en aura d'autres. Il sera renvoyé par Henry Ford II le 11 septembre 1969, soit exactement 1 an jour pour jour avant le lancement de la Pinto. Le titre de président restera vacant pendant plus d'1 an avant que Yakoka ne l'assume en décembre 1970. Mais la Pinto, elle n'arrive pas toute seule là, dans le segment des sous-compacts. Non, le millésime 60 avait connu l'arrivée simultanée de 3 compacts américaines, Ford Falcon, Chevrolet Corvair et Plymouth Valiant. Ouais. 11 ans plus tard, l'histoire se répète. Cette fois-ci dans le segment des sous-compacts qui voit le lancement des AMC Gremlin, Chevrolet Vega, Plymouth Cricket, une Hillman Avenger importée d'Angleterre, Dodge Colt, une Mitsubishi Colt provenant du Japon, et donc de la Ford Pinto. Les consignes de Yakoka ont été respectées. Le modèle de base pèse 1949 livres, 885 kilos, et coûte $1,919 ou US ou $2,180 canadiens. Pour ce prix, l'acheteur obtient une auto équipée d'un 1,6 de 75 chevaux, d'une boîte manuelle à 4 rapports, d'une suspension avant McPherson, d'un essieu arrière rigide monté sur des ressorts à lame, d'une direction à crémaillère et de 4 freins à tambour. La Pinto repousse sur un empattement de 94 pouces et mesure 163 pouces de long, 4,14 m. En bonne américaine, la liste des options est longue. Moteur 2 litres, 200 chevaux, frein avant à disque, boîte automatique Select Shift, cruise-o-matic à 3 rapports, toit vinyle, banquette arrière rabattable, console centrale, air conditionné, radio AM, ensemble décoratif, intérieur de luxe. La facture peut vite monter. L'accueil de la presse est plutôt positif, même si tout est loin d'être parfait. Le guide de l'auto 1971 résume bien l'ensemble des réactions des journalistes américains. Je cite, « Face à la Vegas, la Pinto possède des qualités différentes, mais elle est également bien armée pour faire concurrence à la production étrangère. Sa mécanique est éprouvée, c'est une voiture maniable, vive et spacieuse, compte tenu de ses dimensions extérieures. Sa tenue de route, son freinage et certains détails d'aménagement pourraient toutefois être améliorés. » Le démarrage des ventes est très satisfaisant pour Ford. Le 20 février 1971, au Salon de l'Auto de Chicago, Ford lance enfin la 2e carrosserie, une version à haillons baptisée Runabout. Elle se distingue par sa large vitre arrière avec des charnières apparentes et vient de série avec la banquette rabattable. À la fin de l'année, les chiffres tombent et la Pinto est un succès avec 352 402 exemplaires produits. Elle devance même confortablement les Chevrolet Vega et AMC Gremlin, ce qu'elle fera d'ailleurs tout au long de sa carrière. Parlant de la carrière, ça a été quand même assez long, donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors oui, on va passer en revue. Pour le millésime 72, le gouvernement demande que les puissances sont annoncées en net et non plus en brut. Pour la Pinto, cela se traduit par une baisse à 54 chevaux pour le 1,6 litres et à 86 chevaux pour le 2 litres. Le haillon de la Runabout est redessiné avec une glace agrandie. Le 24 février 1972, Ford présente la 3e carrosserie, une familiale baptisée Wagonette, au Canada français. Elle est plus longue de 10,3 pouces et offre un volume de chargement allant jusqu'à 60,5 pieds cubes, 1700 litres. Elle vient de serrer avec le 2 litres, les freins avant à disque et les vitres arrière introuvables. Une version Squire plus huppée avec des côtés en faux bois est disponible. La Wagonette va s'avérer très populaire et sera même la plus vendue de la gamme Pinto pendant plusieurs années. Toujours en 1972, Ford lance une série spéciale Sprint, peinte en blanc, avec des bas de caisse et inserts sur le capot bleu, ainsi que des liserés rouges. Les intérieurs sont coordonnés en blanc et bleu. Cette finition sera également proposée sur les Maverick et Mustang. Peu de changements sont à noter pour 1973. Roues en aluminium, nouveau groupe esthétique, ensemble tenue de route et toit ouvrant optionnel. L'année suivante, 1974, la Pinto reçoit des pare-chocs plus imposants afin de passer les normes gouvernementales d'impact. L'offre des moteurs est revue.
un nouveau 2,3 litres est ajouté. Baptisé Lima, du nom de l'usine où il est fabriqué, ce bloc fera les beaux jours de nombreux modèles Ford jusqu'au milieu des années 90, en version atmosphérique ou turbo-compressée, pensez Mustang SVO ou Ford Thunderbird Turbo Coupe. Ouais. Le 1,6 litres est retiré du catalogue et le 2 litres vient en entrée de gamme. Suite au premier choc pétrolier d'octobre 73, les gros V8 ne sont plus à la mode et la Pinto connaît sa meilleure année avec plus d'1 demi-million d'exemplaires produits. Un nouveau V6 de 2,8 litres est ajouté au millésime 75. Uniquement disponible sur les Runabout et wagonnettes, il développe 97 chevaux et doit être accouplé à la transmission automatique. Avec lui, les acheteurs peuvent commander pour la première fois la direction et les freins assistés. Le 2 litres est sorti du catalogue et le 2,3 litres de 83 chevaux devient le moteur de base. Vers la fin de l'année modèle, une version MPG plus économique est ajoutée. Elle bénéficie d'un rapport de pont plus long, 3,18 pour 1 contre 3,40. La Pinto reçoit de légères modifications esthétiques pour 1976. L'avant incorpore une grille au motif carré, des clignotants carrés, ainsi que des entourages de phares chromés. Une nouvelle version Sedan MPG dépouillée est ajoutée. Elle comprend un rapport de pont encore plus long de 3,0. Le 3,18 devient standard et le 3,40 est optionnel. Comme en 1972 avec la Sprint, un nouvel ensemble Stallion est disponible sur les Pinto, Maverick et Mustang 2. D'allure sportive, il comprend de nombreux éléments de finition noire. Les puissances sont augmentées, 92 chevaux pour le 4 cylindres et 103 pour le V6, ce dernier pouvant être enfin installé dans la sédan. La finition Squire en faux bois peut être commandée avec la Runabout. La calandre est plus profondément revue pour 1977. Plus inclinée, elle intègre une grille moins large entourée de 2 doubles clignotants. Les feux arrière des Sedan et Runabout sont agrandis. En option, la Runabout peut recevoir un haillon entièrement vitré. Afin de surfer sur la bague des fourgonnettes décorées, typiques des années 70, Ford présente une intéressante version de la wagonnette. Elle est baptisée Cruising Wagon et comprend une bulle en plastique sur le côté et des graphismes très funky, comme peuvent le voir ceux qui regardent en vidéo. Ben oui. L'allumage transistorisé du Raspark vient de série, mais les puissances sont revues à la baisse, 89 et 93 chevaux respectivement pour le 4 cylindres et le V6. La Pinto devient également vedette de télévision en apparaissant dans la série Drôle de Dame. Un modèle de couleur orange est conduit par Sabrina Duncan, jouée par Kate Jackson. Mais les ventes ne sont plus à la hauteur. On va voir pourquoi plus loin. Les évolutions du millésime 78 se limitent à des ensembles esthétiques dont l'édition rallye avec des accents noirs. Une version livraison sans vitre arrière de la wagonnette est disponible. L'année suivante marque les dernières modifications extérieures de la carrière de la Pinto avec de nouveaux phares rectangulaires et une calandre à 4 barres. Les ailes avant, le capot et les feux arrière sont également revus. Sur le tableau de bord, les cadrans deviennent carrés. Une version ESS pour European Sport Sedan est ajoutée. Elle se distingue par un fini noir sur la grille, les mouleurs et à la place du chrome, une instrumentation complète, un volant en cuir, ainsi qu'une barre stabilisatrice à l'avant. Bon, ça fait pas très européen, mais bon, bref. Le millésime 80 marque la 10e et dernière année de présence de la Pinto sur le marché. Logiquement, les évolutions sont limitées. Le V6 disparaît, les ensembles d'équipements sont légèrement révisés et le choix des couleurs est modifié. À ce moment, la Pinto de base pèse 2377 livres et coûte 3781 $ US ou 4710 $ canadiens, à la fois victime des normes de sécurité et de pollution plus contraignantes et de l'inflation galopante des années 70. Mais Ford se prépare à lancer pour l'année modèle 1980 l'Escort traction avant. Malgré les 3 150 943 exemplaires produits, plus un petit extra, nous en a parlé à la fin, la compagnie voudrait bien tourner définitivement la page de l'histoire de la Pinto, extinction des feux. Mais là, il faut parler de la raison, là, pourquoi que ça a été comme un... L'histoire n'a pas été vraiment comme on l'aurait espéré. Là, non. Pour une raison principale. Ouais, le problème de l'auto, un sujet brûlant, pourrait-on dire. J'essayais de trouver un jeu de mots, mais je me disais voilà. la raison chaude. Voilà, exactement. C'est l'inflammabilité de la voiture en cas de choc arrière. Aïe. L'inflammabilité, pardon. Alors, tout et plus a été écrit sur la voiture. La Pinto a même été le thème de nombreuses thèses académiques, tant sur le plan légal, technique que éthique. Mais nous allons essayer ici de nous en tenir aux faits, car comme vous allez le voir, personne ne sort grandi de cette histoire.
À cause des délais de conception serrés, l'outillage est fabriqué en même temps que les autos sont testées et certaines modifications nécessaires ne sont pas installées avant la commercialisation. Et parce que c'est une sous-compacte, il faut contenir les coûts à tout prix. Le réservoir d'essence est placé entre le pare-choc et l'essieu arrière. C'est une disposition aujourd'hui proscrite, mais à l'époque, il s'agit d'une pratique courante. En cas d'impact arrière, les vis de fixation du différentiel, parce que la Pinto est une propulsion, peuvent s'enfoncer dans le réservoir et le perforer. De plus, des crash tests réalisés par la compagnie font apparaître une faiblesse au niveau du tube de remplissage qui peut se briser et laisser couler l'essence. Si une étincelle arrive, c'est l'explosion. Il suffit de renforcer ce tube et d'installer un coussinet en caoutchouc à $5 sur les différentiels pour protéger les vis afin de considérablement réduire le problème. Mais Ford ne le fait pas. Pas de temps, pas de budget. Dès 1972, de premiers rapports émergent sur le caractère détonnant de la Pinto en cas de collision arrière. 2 procès en particulier vont cristalliser l'attention populaire. Grimshaw versus Ford et Indiana versus Ford. Dans le premier, un jury accorde $125 millions en dommages punitifs à la victime. La somme sera ramenée à 3,5 millions en appel. On est en 1972. Dans le second, un procureur de l'État va décider de poursuivre Ford au criminel, mais cela se terminera par un non-lieu. Évidemment, là, ça, c'est une catastrophe au chapitre des relations publiques pour Ford. Là. Et oui, tout à fait. L'équipe légale de Grimshaw, dont on vient juste de parler, a trouvé un document interne à Ford et originellement uniquement destiné à la NHTSA, l'administration américaine responsable de la sécurité routière. Le document est nommé Fatalities Associated with Crash-Induced Fuel Leakage and Fires, décès associés aux fuites de carburant et aux incendies provoqués par un accident. Ce document est donné au journaliste Mark Dowie du magazine Mother Jones. Mark Dowie écrit un article incendiaire pour l'édition de septembre-octobre 1977, baptisé Pinto Madness, qui passera à la postérité et permettra à Dowie d'obtenir un prix Pulitzer. Ce texte va détruire définitivement la réputation de la Pinto. Ah ouais. Dans cet article, Dowie dénonce la méthode d'analyse de coût-bénéfice pratiquée par Ford pour installer ou pas un élément de sécurité qui ne coûterait que $11 et s'indigne du fait que la compagnie chiffre une vie humaine à $200 000 US. Il considère cette approche non éthique, voire criminelle. Mais l'appendice en question est une vanne d'arrêt en cas de retournement et ne concerne pas du tout le réservoir de la Pinto. Quand on coûte d'une vie humaine, c'est tout simplement le chiffre utilisé à l'époque par le gouvernement américain. Mais l'effet de manche fait mouche et indigne. Dowie décrit aussi les méthodes peu glorieuses de lobbying et malheureusement vraies de la compagnie pour retarder le standard 301 au regard de la protection des passagers après impact et donc des systèmes d'alimentation en carburant. Pour faire passer son message, Dowie avance des chiffres très élevés. Oui, il explique qu'au moins 500 personnes sont mortes brûlées dans des Pinto et que ce chiffre pourrait monter jusqu'à 900, mais sans citer la moindre source. Une enquête de la NHTSA déterminera plus tard que ce nombre réel est plutôt de 27. La même administration produira également une analyse des taux de mortalité des sous-compacts en 1975 et 1976 par rapport à tous les types d'accidents. En 1975, la moyenne est de 322 décès par million de véhicules, alors que la Pinto est à 298. Le plus mauvais élève du segment est la Datsun 1200-210, qui est à 392 décès par million de véhicules. Même histoire en 1976. La moyenne est à 338 décès par million de véhicules, alors que la Pinto est à 322 et la Datsun à 418. Mais en 1977-78, les émotions sont fortes et la NHTSA se retrouve dans une situation difficile. Si elle ne demande pas de rappel, elle a l'air laxiste. Si elle en demande un sans donner, elle a l'air partiale. Elle organise donc un crash test un petit peu spécial qui représente, je cite, le pire des scénarios possibles selon les experts de l'administration elle-même. Alors que la norme de choc arrière stipule un impact contre une barrière mobile à 30 000 à l'heure, ils vont plutôt utiliser une Chevrolet Impala 1971 lancée à 35 000 à l'heure, avec des poids sur l'avant pour assurer un contact avec le réservoir et des phares allumés pour faciliter une étincelle, le tout avec le réservoir de la Pinto rempli d'essence jusqu'au goulot et non pas d'un liquide non inflammable. Toutes les pires conditions. Pires conditions. À cette époque,
peu de sous-compacts sur le marché auraient pu passer un tel test. Et que croyez-vous qu'il arriva? Un magnifique barbecue, bien sûr. Et la vidéo est disponible sur Internet. Conséquence, Ford accepte en juin 1978 un rappel volontaire sur toutes les Pinto produites entre 1971 et 1976, ainsi que sur les Mercury Bobcat des millésimes 75-76, en carrosserie sédan et runabout. Les wagonnettes, avec 10 pouces de plus à l'arrière et une configuration différente du tuyau de remplissage, sont largement moins susceptibles d'avoir un problème. Avec près de 1,7 million de véhicules concernés, il s'agit à l'époque du plus gros rappel de l'histoire. Mais pourquoi s'arrêter à 1976? Parce que le fameux standard 301 dont on a parlé précédemment est passé comme loi en 1977 et que toutes les Pinto sont légalement obligées d'implémenter un tuyau plus solide et des protections au niveau du différentiel. Bref, c'est un jeu de dupes à tous les étages. Le bilan de l'histoire, c'est quoi? Alors, c'est certain, Ford aurait pu et aurait dû produire dès le départ un véhicule plus sécuritaire. Mais la Pinto est-elle vraiment le tombeau roulant décrit dans la culture populaire? Les chiffres ont prouvé que son bilan de sécurité n'était pas pire que celui de ses concurrentes de l'époque. Dans son autobiographie, Lee Iacocca parle ainsi de la Pinto. Même Joanne Claybrook, la directrice de la NHTSA et protégée de Ralph Nader, m'a dit un jour « C'est dommage que vous ne puissiez rien faire pour la Pinto. Elle n'est vraiment pas pire que n'importe quel sous-compact. Vous n'avez pas tant un problème d'ingénierie qu'un problème juridique et de relations publiques. Si une image vaut 1000 mots, combien vaut celle d'une auto en feu? » C'est aussi le fait que quand on laisse parler, on laisse trop de place aux comptables pour une petite pièce. Ça serait quelque chose à... Il y a personne qui a... Tout le monde est un peu à blâmer dans cette histoire. Absolument. Y compris Ford. En terminant, il faudrait parler d'une Pinto qui a été imaginée au Canada. Oui, parce que puisque les Pinto sont produites en Ontario, cela laisse de la latitude aux gens de Ford du Canada de lancer des versions locales. Afin de compenser la baisse de popularité des modèles importés d'Angleterre, membres du Commonwealth, une variante Mercury de la Pinto est ajoutée à la gamme canadienne en novembre 1973. Une excellente idée, car le premier choc pétrolier est survenu moins de 2 mois plus tôt. La Bobcat est dotée d'une calandre à motif carré qui sera utilisée sur les Pinto 76. Mercury Canada ayant réalisé de bons chiffres pour la première année, 13 076 exemplaires, le concept est repris par le réseau Lincoln Mercury américain qui a alors désespérément besoin d'un véhicule économique. Pour 1975, la grille est redessinée afin d'être plus en accord avec les grosses berlines de la marque. De 1975 à 1980, la Bobcat suivra les évolutions de la Pinto. Les États-Unis n'auront droit qu'aux versions Runabout et Wagonette, alors que le Canada bénéficiera également d'un modèle sédan. Étonnamment, les Bobcats canadiennes seront importées de l'usine du New Jersey de 1975 à 1979, la fabrication ne reprenant à Saint-Thomas que pour 1980. Les chiffres de production de la Bobcat, 237 102 exemplaires, ne représentent qu'une petite partie de ceux de la Pinto, mais ce modèle aura aidé le réseau Lincoln Mercury à passer une période difficile avec un coût de développement quasi nul. C'est toujours ça de prix. Ah, merci beaucoup, Hugues, pour cette chronique rétro, encore une fois. Plaisir. Le guide de l'auto. Alors Louis-Philippe, tu as eu récemment l'occasion de conduire une petite voiture qui a un peu de difficulté dans les côtes. Ouais! une Cadillac. Écoute, Cadillac, là, c'est... tu regardes dans l'histoire, toi, tu connais très bien. Connu pour les berlines, surtout dans le passé, les grandes berlines de luxe. Plus tard dans l'histoire, on a essayé avec la CTS d'un peu copier qu'est-ce que les Allemands faisaient. Ah ben pas un peu, complètement. Pas mal, là. Et ça n'a pas été un succès extraordinaire, la CTS. Ça n'a pas été un bid non plus, mais ça n'a pas été le... Une belle voiture, un moteur extraordinaire quand même, très bien. Côté motorisation, on l'avait. Mais côté tenue de route, c'était pas nécessairement là, surtout pour rattraper les Allemands. CT4, CT5 sont arrivés pour essayer de réanimer un peu le cœur de la berline américaine chez Cadillac. Et puis, il y a quelques années de ça, on a lancé la CT5V et ensuite la CT5V Blackwing. C'était véhicule... À ce moment-ci, la CT5V Blackwing, c'est la voiture de production équipée d'une boîte manuelle la plus performante que tu peux acheter. Là. 668 chevaux grâce au V8 surcompressé de 6,2 litres. 668 chevaux dans une berline manuelle.
Quand est-ce qu'on a la chance de conduire ça en tant que journaliste automobile? Écoute, c'est rare. C'est rare et surtout que j'étais la conduire dans le cadre d'un événement Cadillac qui nous a amené à tester, par exemple, le Cadillac Optique V, le Cadillac Escalade V aussi, sur des départs canons, etc. Et puis, Cadillac Lyric, là, des tests d'accélération. Et en fin de journée, on nous a amené sur le circuit complet du Canadian Tire Motorsport Park pour les intimes Mosport, près de Toronto, en fait, à 1h30 de Toronto. Et puis, pour conduire ce véhicule-là à boîte manuelle je répète parce que c'est le circuit complet pour les gens qui connaissent cette piste-là, c'est extrêmement rapide. Puis, évidemment, on a eu quelques tours de piste. C'était un lead and follow, là, comme on dit en anglais. On avait un instructeur. On était tout seul dans la voiture, mais avec un instructeur qui fait un peu la voiture de tête, là, si on veut. Ouvrait. Et puis, voir comment Cadillac a réussi à atteindre son but un peu avec ce véhicule-là, parce que, je le dis d'emblée, là, ça peut suivre pas mal de véhicules allemands sur le Nürburgring. Là CT5V Blackwing, puis je pèse mes mots en disant ça parce qu'il y a des véhicules allemands qui sont extraordinaires, mais que Cadillac ait réussi à faire un véhicule qui est non seulement très performant avec un moteur V8 très performant, trop performant, j'aimerais dire, mais d'une tenue de route, d'une rétroaction dans le volant, d'un agrément de conduite à tous les jours grâce à la suspension MagneRide, là, on va en parler tantôt, mais un véhicule qui est capable d'aller sur la piste et de faire des affaires extraordinaires côté juste compétition en tant que véhicule, c'est assez extraordinaire. Prends ce véhicule-là, amène-les sur la route avec la suspension MagneRide. Tu es capable de rouler tous les jours avec une CT5V Blackwing. Vraiment, là, une berline que je trouve quand même grande, grosse. J'ai essayé la CT4V aussi, Blackwing, dans la même ordre d'idée, avec le 6 cylindres turbocompressé. Beaucoup plus raisonnable comme véhicule, plus petit. Le dilemme est toujours entre lequel comprend CT4V, Blackwing, CT5V, Blackwing, etc. T'as pas le V8 dans la CT4. Non, exactement. Voilà. Donc, pour le cœur va pour moi parce que je trouve que la CT4V, une voiture plus petite, bon, OK, mais pour la valeur de l'œuvre, là, puis la pérennité dans le temps, si tu veux, avec la CT4V Blackwing, c'est extraordinaire. Écoute, ce sont des véhicules qui sont en voie de disparition. On veut les refaire. Elles ont été prises un peu dans les plans d'électrification de Cadillac. Maintenant, on va réanimer la CT5V Blackwing ou la CT5 dans son ensemble tout court. C'était supposé d'être seulement un véhicule avec un moteur électrique. Maintenant, ça va être un véhicule moteur thermique, un peu comme tous les constructeurs vont faire. On ne dit pas qu'il n'y a pas de moteur électrique non plus, mais ça va être réanimé. Et je suis très content de ça parce que justement, être capable d'avoir une berline en ce moment, c'est déjà difficile. Être capable d'avoir une berline qui est américaine, mais capable de suivre les Allemandes, c'est encore difficile. C'est assez rare. Et avec une boîte manuelle, il y a également une boîte à 10 rapports qu'on peut avoir pour les gens qui aiment une conduite un petit peu moins engagée. Mais j'ai pas beaucoup de critiques négatives à donner à ce véhicule-là, surtout sur le circuit. Juste le fait que il y avait un petit peu de pluie cette journée-là et doser l'accélérateur en sortant des courbes, c'est un art qui se maîtrise quand même. Ça s'apprend. Plus que 5 tours là, sur la piste. Mais je peux te dire qu'après plusieurs tours, moi puis l'instructeur que je suivais a compris qu'on était capable d'avoir un rythme assez extraordinaire et puis des vitesses de pointe dans la ligne droite là, à Mosport, c'était au Canadian Tire Motorsport Park, c'était quand même assez extraordinaire. Donc, oui, Cadillac a ses utilitaires électriques, etc. On entend beaucoup parler, on essaye énormément, mais il y a encore ce petit joyau un peu caché. Pour terminer l'émission, sous le thème qu'on l'a commencé, que doser un peu l'électrique et le thermique 50-50. Chez Cadillac, je pense qu'on essaye de couvrir nos bases et longue vie à la berline à boîte manuelle pour longue vie au Blackwing. Au Blackwing, exactement. Bon, une voiture qui est un petit peu hors de prix. Je vous invite à lire mon article sur la Guide de l'auto pour savoir exactement tous les détails sur ce véhicule-là, mais quand même super chouette à conduire. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec le retour d'Antoine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.